Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. En Guyane, les premières fissures apparaissent entre les grévistes. À l'abattoir, ça ne s'arrange pas. Au centre hospitalier universitaire de Martinique non plus. À l'hôpital Clarac, la Ligue contre le cancer améliore la prise en charge des malades atteints de cette maladie. À Bellefontaine, le maire a porté plainte. Serge Letchimy a publié une lettre ouverte appelant au dialogue entre les politiques. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens se sont réunis à Trinité. 2 jeunes ont pêché un poisson de plus de 100 kilos. Le mouvement international pour la réparation continue son combat juridique contre l'État français. Jean-Luc Mélenchon a choisi la Guyane pour être en hologramme, c'est-à-dire être présent en plusieurs endroits à la fois. L'abattoir est bloqué par les bouchers depuis 4 jours maintenant. En même temps que lui, sont bloquées 2 coopératives, la CODEM et la COPMA, qui ne peuvent donc pas effectuer de livraison. Ces 2 structures risquent, du fait du manque à gagner provoqué par ce blocage, de se trouver en grande difficulté financière. Rappelons que l'abattoir avait déjà fermé ses portes pendant 3 semaines au mois de janvier. En Nouvelle-Calédonie, le cyclone Cook, qui a causé l'annulation de nombreux examens, comme nous vous l'avons dit hier, a fait 4 blessés légers. 350 personnes ont été accueillies dans les différents centres d'hébergement. Aucune inondation majeure n'a été signalée. En définitive, le cyclone n'a pas eu une intensité trop élevée. Finalement, comme prévu, les grévistes du centre hospitalier universitaire de Martinique ont été reçus par leur direction. Finalement, les syndicats sont également entrés dans la danse, si on peut dire, dans la grève qui se déroule actuellement au centre hospitalier universitaire de Martinique. D'ailleurs, c'est une intersyndicale qui avait prévu de rencontrer la direction ce matin, mardi. Une intersyndicale composée de 10 membres. Mais les salariés qui avaient mené la grève jusque-là n'ont pas accepté d'être écartés des négociations et ils ont exigé d'être reçus en même temps. C'est finalement ce qui s'est fait. On ne connaît pas les résultats de ces négociations, mais alors que les salariés demandent un renfort conséquent en personnel, la direction disait encore ce matin que le vrai problème était celui de l'absentéisme. Bien entendu, de l'extérieur, on a l'impression d'un serpent qui se mord la queue. Les employés affirmant que c'est la surcharge de travail qui, épuisant les équipes, provoque l'absentéisme. La direction affirmant au contraire que c'est l'absentéisme qui provoque la surcharge de travail. Néanmoins, tout le monde semble d'accord pour dire que les solutions organisationnelles retenues à l'occasion de la mise en service du nouveau plateau technique ne sont pas pertinentes. Nous vous en avions parlé à la fin du mois de mars, mardi 28 plus précisément, la Ligue contre le cancer inaugurait l'élargissement de l'espace dédié à l'accueil des patients et de leurs proches souffrant du cancer. Cet espace se situe, rappelons-le, à l'ex-hôpital Clarac. Plus d'une 50aine de personnes étaient présentes ce jour-là pour découvrir l'aboutissement de près d'une décennie de travaux qui avaient commencé avec la construction des 6 studios du site. Ce dernier aménagement permettra de mettre à disposition des usagers de nouveaux services, dont des ateliers de soins esthétiques, ainsi que diverses animations. À terme, des cours de cuisine et des exercices physiques devraient également être proposés. Cela pour assurer au mieux l'accompagnement psychologique et humain des familles, au-delà de l'aspect purement médical de la prise en charge des patients pendant cette éprouvante période de traitement d'environ 6 semaines. Rappelons que l'association Prévoyance Créole a effectué un don de 25 000 € pour contribuer à la mise en place de ce projet qui bénéficie pour l'instant essentiellement à nos visiteurs saint-luciens et guyanais qui viennent se faire soigner sur notre territoire. La mairie de Bellefontaine est de nouveau ouverte. Les employés ont renoncé à faire plus longtemps valoir leur droit de retrait. Le maire Félix Ismin a porté plainte pour diffamation contre l'agent de police municipal qu'il accuse de l'avoir agressé dans son bureau. Il affirme que c'est tout le contraire qui s'est passé.
Selon lui, c'est la policière qui a pénétré dans son bureau comme une furie. Le comité citoyen du Sud de la Martinique estime avoir remporté une victoire qu'il qualifie lui-même de semi-victoire. Il a en effet obtenu de l'espace sud non pas que les impôts ne soient pas du tout augmentés, mais qu'ils soient augmentés dans des conditions raisonnables. Ainsi, une diminution de 19% va intervenir par rapport à l'augmentation prévue. L'espace sud renonce ainsi à une recette de 7 200 000 € environ. Mais surtout, elle a pris l'engagement que les impôts n'augmenteront plus jusqu'à au moins 2020. Serge Letchimy a rendu publique une lettre intitulée « Non, je ne hurlerai pas avec les loups » et dans laquelle on peut lire notamment ceci. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés à ne plus pouvoir nous parler, échanger, nous écouter? Non, je ne hurlerai pas avec les loups. Même si certains différends ont pu provoquer la colère des uns et des autres, ne pouvons-nous pas nous entendre, apaiser les dialogues? Je me refuse à croire à la cristallisation d'une pensée unique, à l'engourdissement d'une certaine capacité d'analyse. Non, il n'y a pas d'un côté les bien-pensants et de l'autre les mauvais-pensants. En conséquence, notre classe politique n'est plus représentative d'une société dont le taux d'abstention bat tous les records. Le peuple, la majorité silencieuse, s'éloigne de la politique. Nos jeunes en souffrance, nos seniors interloqués par tant de désordre. Et pourtant, nous avons tout pour être fiers. Où sont passées les élites pensantes, les héritiers de Fanon, Césaire, Glissant, ceux-là même qui ont irrigué le monde par leur éclairage universel? Nous avons un devoir d'exemplarité malgré nos failles entendues. C'est d'un apaisement moral dont chacun a besoin pour engendrer cet indispensable potentiel de vitalité. Je souhaite que le climat politique violent et menaçant s'apaise. Personne d'autre que nous-mêmes ne réglera nos problèmes. Ce qui arrive au quotidien, quelle que soit la tranche de la population ou quel que soit le secteur professionnel, ne se régleront jamais par la violence et le refus de l'écoute. Ils ne s'évacueront pas par la magie. Que ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir assument leurs responsabilités en sachant écouter la désespérance, même si elle peut leur paraître insupportable dans la forme ou dans le fond. Car au-delà de ceux qui s'expriment et que l'on entend, il y a des cris qui ne s'entendent pas, qui s'étouffent, qui se mutilent, mais qui ne meurent pas. Ainsi donc, dans un jugement rendu le 4 avril dans l'affaire opposant l'État au MIR, le Mouvement international pour les réparations, le tribunal a rejeté les demandes de ce dernier qui exigeait réparation pour les descendants d'esclaves. Le MIR a décidé de continuer son combat juridique en portant plainte auprès du procureur de la République pour déni de justice et discrimination raciale contre les juges qui ont pris cette décision. Le 29 mars, alors qu'un groupe de touristes visitait l'exploitation sucrière du Galion à Trinité, un autre groupe, composé celui-ci d'élus territoriaux, est venu se joindre à eux pour parcourir le site. Aurélie Nella, la conseillère exécutive en charge de la commission produits touristiques au CMT, et Marilyn Lesdema, seconde vice-présidente de l'Assemblée notamment, sont allées à la rencontre de Charles Larcher, président du Codérom, et des socioprofessionnels du site. Cette visite pédagogique s'inscrit dans la continuité de celles qui ont déjà été effectuées par les élus sur les différents hauts lieux de notre patrimoine historique, culturel et environnemental afin d'en valoriser les atouts. Rappelons que la CTM a choisi la filière canne sucre rhum comme emblème pour la promotion de nos produits locaux. C'est pourquoi la délégation, qui arrivait d'ailleurs tout juste de l'habitation Saint-James à Sainte-Marie, a visité les infrastructures, observé les machines, échangé avec les acteurs afin d'étudier l'ampleur du potentiel touristique que recèle cette usine à sucre en activité depuis maintenant près de 2 siècles. Il s'appelle Yannick Thérèse, il pêche pour s'amuser et avec un ami, il a pêché un tarpon aux grandes écailles de plus de 2 mètres et 108 kilos au large du Vauclin. Il leur a fallu plus de 2 heures pour réussir cet exploit.
Hier, un camion en panne et les feux rouges tricolores implantés en dépit du bon sens et dont on a déjà beaucoup parlé ont provoqué un embouteillage de près de 3 heures dans la zone de la Lézarde. Une fois de plus, les usagers de cette zone, à la fois commerciale et industrielle, réclament que, concernant les feux, la CTM fasse le nécessaire. Il est également question du désenclavement de cette zone en passant éventuellement sous l'autoroute. Samedi 1er avril, le foyer de charité de Trinité accueillait les premières assises régionales du groupement EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens des Antilles. Plus d'une quarantaine de personnes étaient présentes à ce rassemblement présidé par l'archevêque de Martinique, Monseigneur David Macaire. Depuis maintenant près d'un siècle, le groupement EDC accompagne environ 3000 patrons répartis sur l'ensemble du territoire national et les aide à comprendre la vision sociale du christianisme et leur rôle à jouer en tant que chrétiens dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles. L'occasion pour les participants de partager leur expérience et de s'adapter aux préceptes bibliques sur des questions telles que les licenciements, le management, la hiérarchie ou encore la collaboration entre associés. On notera que ce groupement qui se veut œcuménique, c'est-à-dire ouvert à toutes les obédiences chrétiennes, a été mis en place en 2015 sur notre île par Michel Gallet, membre du bureau de Contact Entreprise, avec la bénédiction de Monseigneur Macaire. Il est intéressant de constater que le christianisme étend ouvertement sa réflexion au domaine de l'entreprise. On a en effet longtemps considéré qu'il existait un antagonisme entre les institutions chrétiennes et le monde des affaires. On se souvient par exemple de l'interdiction faite durant des siècles aux fidèles de prêter de l'argent avec intérêt. Le principe de la laïcité n'est pas toujours facile à mettre en œuvre dans un pays comme le nôtre où la religion tient une grande place. C'est ce que rappelle un communiqué du maire de la ville du Gros-Morne, Gilbert Couturier, qui informe ses administrés que les services de la mairie vont fermer leurs portes le jeudi 13 avril à 13 h. Ils rouvriront le mardi 18 avril. Les employés auront le temps de préparer les acras du vendredi saint et même, s'ils sont prévoyants, de prendre de l'avance sur la préparation des crêpes de Pâques. Tout le monde le sait, la célèbre chef cuisinière guadeloupéenne Babette de Rosière appelle à voter François Fillon et elle est pressentie pour être députée. Son local de campagne a été vandalisé dans la nuit à Paris. Le 18 avril prochain, Jean-Luc Mélenchon, grâce à la technique de l'hologramme, va faire un meeting dans 7 villes à la fois. Physiquement, il sera à Dijon, mais on pourra le voir comme s'il y était vraiment à Montpellier, Nancy, Clermont-Ferrand, Nantes, Grenoble et Le Port sur la côte nord-ouest de la Réunion. Si Jean-Luc Mélenchon a choisi la Réunion parmi tous les territoires des Outre-mer, c'est parce qu'il ne s'y est pas rendu pendant sa campagne, mais également parce que du point de vue du nombre d'habitants, la Réunion, c'est la Martinique et la Guadeloupe réunies. Notons que le très efficace eurodéputé de la Réunion, Younous Omarji, soutient Jean-Luc Mélenchon. Et ce n'est pas un soutien de circonstance puisqu'il date de 2012. À Pointe-à-Pitre, une dizaine de syndicats tentent d'organiser un vaste mouvement semblable à celui qui se déroule en Guyane. Ils en seraient à la rédaction d'une plateforme de revendication. Les observateurs pensent que, tout comme en Martinique, un tel mouvement n'a aucune chance de prendre en Guadeloupe. Hier, lundi, face aux désaveux exprimés par de plus en plus de Guyanais, le collectif qui organise les barrages en Guyane a finalement décidé que ces derniers seraient moins durs que ceux qu'il avait annoncés. Les véhicules d'urgence, les piétons, les vélos et les motos ou scooters ont pu les franchir sans encombre. Rappelons que le collectif réclame toujours 2,1 milliards supplémentaires. Le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, a, lui, suggéré que l'on commence par mettre en œuvre ce qui a déjà été acquis. Mais il n'a pas appelé à une levée des barrages. En réalité, tout semble se passer en Guyane comme cela s'est passé en Martinique en 2009. Le mouvement pourrait s'arrêter sans que la revendication principale soit finalement sérieusement satisfaite.
En 2009, c'était la vie chère. En 2017, c'était l'insécurité. On ne pense pas qu'une prison et quelques gardes mobiles supplémentaires pourront sérieusement et durablement régler le problème de l'insécurité en Guyane, même si cela vaut mieux que rien. Dernières informations concernant la grève en Guyane. Un comité pour la Guyane circulé a demandé la levée des barrages. Une centaine de personnes a défilé ce matin, mardi, avec ce mot d'ordre à Kourou, tandis que plusieurs milliers se trouvaient à Saint-Laurent-du-Maroni, où se trouvaient les 500 frères. Notons que les parlementaires guyanais ont tous refusé l'invitation que leur a faite François Hollande de les rencontrer à Paris. Au moment où il n'est pas exclu qu'une candidate de l'extrême droite puisse accéder à la présidence de la République en France, il n'est pas inutile de tenter de décrypter le racisme. Et c'est précisément ce que tente de faire le Musée de l'Homme à Paris, qui propose une exposition dont c'est l'objectif. Une exposition particulièrement originale puisqu'elle présente très peu d'objets. À partir de films et de mises en situation, cette exposition qui s'étend sur 650 mètres carrés met en évidence les mécanismes du racisme. À cette occasion, on rappelle que 3 exemples illustrent le racisme institutionnalisé, c'est-à-dire considéré comme normal par le gouvernement dans un pays. C'est la ségrégation raciale aux États-Unis, le nazisme en Allemagne et les massacres au Rwanda en 1994. Ces massacres qui ont vu les Hutus s'en prendre aux Tutsis. À l'occasion de la visite de cette exposition, il est expliqué qu'en France, les attentats terroristes n'ont pas provoqué une recrudescence du racisme anti-musulman. Cette exposition au Musée de l'Homme va durer jusqu'en 2018. Vous pouvez donc vous y rendre si vous avez l'occasion d'aller en France. Vous pouvez également la conseiller à vos amis ou à vos parents. Vous sentez-vous concerné par la Semaine Sainte? C'est la question que nous vous avons posée dans votre rubrique sondage. 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 Est-ce que vous vous sentez concerné par la Semaine Sainte? Ah si, parce que je crois en Dieu. Et je pense que tout ce que Jésus a souffert pendant tous ces jours-ci, là, enfin, tout ce qu'on remémore, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime beaucoup pour qu'il s'est sacrifié comme il l'a fait. On l'a battu, on lui a craché dessus, on lui a envoyé des pierres et en plus on l'a crucifié. Alors, je crois. En réalité, oui, bon, comme tout le monde, mais à vrai dire, j'ai d'autres préoccupations. Donc, oui, je le fais à ma manière. Hein. Je ne suis pas un fervent, mais je le fais à ma façon. Ben oui. Oui, comme d'habitude. Est-ce que vous vous sentez concerné par la Semaine Sainte? Oui. Pourquoi? Parce que c'est la semaine où on pardonne, on échange, on pense au bon Dieu, on fait du bien, on fait à tout le monde. Je crois. Ma pénitence et tout, je le fais là, pendant la Semaine Sainte. Pas plus que ça. Pour moi, c'est tous les jours. C'est tous les jours, toute l'année. Si on croit, c'est toute l'année, c'est pas pendant 40 jours et puis on commence bon. À ma manière, exactement. Est-ce que vous vous sentez concerné par la Semaine Sainte? Oui, en fait, la Semaine Sainte, ça permet de se rapprocher de Dieu. C'est une période, en fait, où on commence à prier, on est en communion, on se remet en question, on repense à sa foi chrétienne. Donc oui, je me sens concernée par la Semaine Sainte. Oui, en quelque sorte, mais Semaine Sainte, normalement, était pour durer 365 jours à 365, hein, toute l'année. Parce que ça qui est péché à nous, qu'on commettre là, c'est pas tellement épilament, mais c'est épilament nous. C'est très, très facile. Et si, comme on toujours dit, si là on a critiqué, on a dit bêtises sur le monde, l'argent est sorti en bouchon, le monde est venu jusqu'à coup de bouche, et puis manger et puis payer. Donc, Semaine Sainte, c'est bien, tout à fait. Mais c'est toute l'année pour nous faire attention à ça nous a dit, à ça nous a fait monde. Sondage. Sondage. Tout de suite, le savoir et réfléchir de Roland Laouchi.
Victoire Jeannot a donc écrit l'indispensable pardon. Elle y raconte son histoire, tout comme Karine Ouakamille dans Progression. Madame Ouakamille est le fruit de l'union d'un mulâtre et d'une béquée. Voilà d'où vient Victoire Jeannot. Écoutons-la. Ma grand-mère était une mulâtresse et mon grand-père blond aux yeux bleus. Maman, bien sûr, de cette union, était une très belle femme. Fin de citation. D'emblée, le préjugé de race est évident. C'est le mot « bien sûr » qui le révèle. Une mère mulâtresse, donc blanche, et un père blond aux yeux bleus, ça ne peut donner, bien sûr, si on peut dire, qu'un très beau produit. Victoire Jeannot est là, tout simplement, victime de l'idéologie dominante à l'époque dont elle parle, les années 50 et avant. Tout le monde sait que cette idéologie n'a pas du tout disparu de nos jours. L'histoire de Victoire Jeannot est banale et dès lors très instructive. Son père, un noir, abandonne lâchement le foyer conjugal quand elle n'est encore qu'une enfant, et dès lors sa mère, quoique mulâtresse, sommes-nous tentés de dire, citons Victoire Jeannot, debout au lever du soleil, elle s'en allait parcourir les étals des marchés, marchandait des fruits et des légumes qu'elle revendait avec un petit bénéfice dans le quartier. Elle préparait des gâteaux et des tablettes de coco dans un petit four artisanal en métal de l'époque posé sur le réchaud à pétrole. Ensuite, elle les rangeait soigneusement en pyramide dans une boîte vitrée, la chargeait sur la tête et grimpait péniblement la côte qui menait à l'église pour s'installer à la meilleure place à la sortie de la messe. Elle avait réussi à se faire une petite clientèle qui appréciait ses délicieuses pâtisseries. Notre combat était en marche. Fin de citation. Nous sommes là à l'opposé de Karine Ouakamille, dont le divorce des parents n'a pas significativement réduit le train de vie. Mais dans les deux cas, il y a rupture du foyer conjugal du fait de l'homme, un mulâtre de côté, un noir de l'autre. Mais qu'on se rassure, lorsqu'elle sera partie en France par l'ANT, une version un peu plus présentable du Bumidum, Victoire Jeannot rencontrera des hommes, vivra même maritalement. Ce seront toujours des hommes blancs, blancs de blanc, et leur comportement ne sera pas très différent de celui d'un quelconque homme noir. Écoutons Victoire Jeannot. Je n'ai que très rarement le plaisir de faire les courses avec Bernard. Par contre, il se régale en silence des bons petits plats que je lui prépare, estimant peut-être que ce sont après tout mes attributions, et j'ai l'impression d'être sa servante, et au lit son objet du désir. Fin de citation. Voilà jetée aux orties la fable qui affirme que les hommes blancs sont plus ceci ou plus cela que les hommes noirs. On imagine aussi que les tentatives d'inceste dont elle est victime ou témoin pendant son adolescence n'ont pas non plus grand-chose à voir avec la couleur de la peau. C'est la pauvreté et donc la vulnérabilité qui est en cause. On observera avec intérêt que quoique littéralement envahie par tous les problèmes que peut rencontrer une femme qui se retrouve seule en France, précocement maman, à la recherche d'un emploi, à la recherche d'un logement, à la recherche de tout, eh bien on observera que la recherche qui lui paraît encore plus fondamentale que les autres, c'est celle désespérée de son père, celui-là même qui l'avait abandonnée, elle et toute sa famille, quand elle n'avait que 5 ans. Pourquoi le rechercher? Est-ce parce qu'il avait été un bon chef de famille? Pas vraiment. Écoutez plutôt. Je me souviens, entre autres, de ce week-end où elle avait cuisiné des lentilles pour le déjeuner, le plat préféré de papa. Il n'aimait pas l'ail cuit. Maman, le connaissant, avait bien pris soin de vérifier à plusieurs reprises avant de le servir. Pourtant, une malheureuse gousse était malgré tout passée inaperçue. Papa ne dit mot, et dans une colère indescriptible, elle reçut, tel un missile, sa fourchette en pleine tête qui fit jaillir un filet de sang à quelques centimètres de son œil gauche. Fin de citation. Et pourtant cet homme-là, ce papa-là, elle l'a recherché et pas pour le haïr, mais pour éventuellement l'aimer. Il faut lire ce livre, d'abord parce qu'il est passionnant, ensuite et surtout parce qu'à tous ceux qui n'ont Dieu que pour les ancêtres africains et esclaves, Victoire Jeannot dit qu'il y a aussi tout simplement nos parents.
nos parents que nous connaissons bien, avec qui nous avons vécu, avec qui nous avons souffert parfois, et qui, avec des hauts et des bas, ont réussi souvent de véritables exploits dont personne ne parle jamais. Nous venons de rendre compte du livre de Victoire Jeannot, L'indispensable pardon. C'est l'heure de votre rubrique santé. Les femmes consultent souvent en gynécologie car elles ont mal au sein, sentent quelque chose à l'intérieur, palpent une boule. Elles s'inquiètent immédiatement pensant au pire, c'est-à-dire au cancer du sein. Mais il faut savoir que dans 90% des cas, les boules à l'intérieur des seins sont bénignes. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de symptômes révélateurs d'un cancer du sein. Il n'y a pas de douleur. Le signe le plus classique que peut détecter une femme, c'est la présence d'une boule. Mais comme la grande majorité des boules à l'intérieur des seins sont bénignes, la femme ne peut pas savoir a priori s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou maligne. Il faut donc qu'elle consulte un médecin et passe une mammographie ou une échographie. L'échographie ne doit pas être négligée car elle détecte 10% des cancers du sein non dépistés à la mammographie. Très tôt, la mammographie peut par exemple montrer des microcalcifications. Même si les glandes mammaires produisent normalement du calcaire, ici cette accumulation soudaine désigne parfois le lit d'un cancer du sein. Ce stade est particulièrement favorable car il signifie généralement que la lésion est limitée et que les ganglions ne sont pas atteints. Il ne sera donc pas utile de recourir à la chimiothérapie. Une éventuelle radiothérapie pourrait suffire et on peut se cantonner à enlever la région présentant des microcalcifications sans toucher davantage au sein. On peut donc le plus souvent dans ce cas obtenir la guérison sans chimiothérapie et avec une chirurgie très limitée. Mais pour être rassuré, il faut consulter régulièrement et en cas d'anomalie, il faut en parler avec son médecin. Il est l'heure pour nous de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Ce journal a été préparé avec la participation de Pierre Erewitz, Getty Galva, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Marilyn Etilé, Roland Laouché. Ce journal sera rediffusé ce soir à 22h35, demain à 6h25, multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez revoir votre journal sur notre site kmt-télévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. Que Dieu garde la Martinique.